L'homme que vous allez entendre maintenant est un homme qui s'est engagé dans cette guerre à son tout début, et même bien avant l'invasion du 24 février 2022. À l'époque de la révolte de Maïdan, Bernard-Henri Lévy était en Ukraine pour soutenir les pro-démocratie et pro-européens. Il vient de réaliser un film sur le conflit en cours. À Kiev, Darius Rochma a croisé son chemin. Regardez. Nous sommes place Maïdan avec vous, Bernard-Henri Lévy. C'est l'épicentre de l'Ukraine libre que vous célébrez dans votre film Slava Ukraini. Le sang, là, le sang, un drapeau, un mort, le sang qui déjà coulait d'ailleurs en 2014, ici même. Absolument. En mars 2014, cet épisode horrible, la police du régime qui tire sur les manifestants, et cette centaine, ces 104 ou 105 jeunes morts, serrant entre leurs bras le drapeau européen. La guerre d'Ukraine, russe contre l'Ukraine, a commencé ce jour-là. Le sens du sacrifice depuis un an, c'est très frappant dans votre film. Les Ukrainiens ont vraiment ça. Ils ont le courage, pas le sacrifice. Le sacrifice, ça veut dire le goût de la mort. Et moi, ce qui m'a frappé pendant tous ces mois que j'ai passés sur les lignes de front, c'est le courage, bien sûr, mais pas le goût de la mort. C'est vraiment la guerre sans l'aimer. C'est des femmes et des hommes, il y a des femmes aussi dans les bataillons, qui mènent une guerre avec mesure, avec économie des moyens et d'eux-mêmes et des hommes, mais beaucoup de bravoure. Mais je dirais pas le sacrifice, justement. Il n'y a pas cette dimension sacrificielle qu'il peut y avoir chez Daesh et de plus en plus chez Poutine et chez les siens. Continuons l'interview à l'intérieur. Bernard-Henri Lévy, le grand froid ukrainien s'est surmonté pour l'instant. Apparemment, les coupures d'électricité, tout ça est surmonté. Mais est-ce qu'ils peuvent tenir là des mois, peut-être des années? Ils ont tenu les pires moments, vous savez, au plus fort de l'hiver, quand ça bombardait dans tous les sens, quand il n'y avait pas d'électricité, quand les gens gelaient, ils ont tenu. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a le plus impressionné pendant toute cette année de tournage dans ce peuple, c'est cette capacité de résistance. Alors, très grande résistance, très grand courage. Est-ce que sous la croûte, il n'y a pas tout de même le doute qui s'est instillé? Par exemple, quand on voit tous ceux qui sont partis, ça fait des millions de gens, tous ne reviennent pas, des milliards, 3 milliards chaque mois pour tenir à flot l'Ukraine. Oui, mais je trouve ça très impressionnant. Les gens ne doutent pas. Les gens sur les fronts, les hommes dans les tranchées qui n'ont pas été relevés parfois depuis des semaines et parfois des mois, les gens du bataillon Charles de Gaulle, que nous allons voir demain soir d'ailleurs, qui viennent exceptionnellement en permission pour voir le film que je leur ai consacré, ils ne doutent pas. Ils ne doutent ni de la justesse de la guerre qu'ils livrent et qui leur a été livrée, ni de la victoire. Il y a des moments dans votre film qui renvoient à l'histoire plus largement, le nationalisme. Il y a un moment étonnant, vous n'êtes pas du genre à douter d'habitude. Vous êtes d'accord? Ça dépend. Et il y a un moment où vous exprimez presque un doute, y compris sur vous-même. Vous dites pour la première fois, c'est une forme d'indulgence, pardon si je vous cite de travers, mais le nationalisme, ce qu'il a de meilleur et ce qu'il a de pire. Il y a un nationalisme ukrainien? Oui, c'est indulgence, bien sûr, parce qu'il y a quand même deux nationalismes. Un nationalisme agressif, c'est pas la même chose qu'un nationalisme défensif qui résiste à un empire, qui résiste à une entreprise coloniale et qui se sauve d'une brutalité barbare. C'est pas pareil. Donc une nation victime, agressée, qui résiste à un empire, c'est ça l'Ukraine aujourd'hui. Alors c'est pas tout à fait la même chose qu'une nation conquérante, ivre d'elle-même. Et cependant, est-ce qu'il nous donne une leçon de nationalisme? Le mot est tabou évidemment en Europe de l'Ouest, moins en Europe de l'Est. Eux ont une autre histoire et on voit combien les Polonais, les Baltes, etc. n'ont pas peur d'être nationalistes, même dans la dimension un peu plus patriotarde, quoi. Ouais, écoutez, on est en Ukraine là, et le nationalisme ukrainien, c'est pas ça. Moi, ce qui me frappe, c'est que les Ukrainiens, ils ont deux patries, l'Ukraine et l'Europe. Et ils le disent tous. Quand je leur demande, et je l'ai demandé des dizaines de fois, pourquoi vous vous battez? Ils me disent, on se bat pour notre maison,
et on se bat pour les valeurs de l'Europe. Alors, pardonnez-moi, mais un nationalisme qui plaide aussi pour l'Europe, c'est pas tout à fait le nationalisme étriqué de la France rabougrie qui m'est arrivé et que je continue de pourfendre à Paris. Les anglo-saxons ne s'embarquent pas dans ce genre de discussion. Ils sont beaucoup plus clairs. Eux disent, voilà, il y a un axe du mal, qui est la Russie, il y a un axe du bien, qui est l'Ukraine. Et on sent combien chez les Ukrainiens, ça parle. Et toutes les réserves qui existent en Europe de l'Ouest, ça les déçoit, ça les trouble. Attendez, moi je n'ai aucune réserve. Moi je dis ce que disent mes amis ukrainiens eux-mêmes, c'est que, un, il faut gagner cette guerre, et deux, cette résistance que mènent les Ukrainiens, c'est aussi un accélérateur de mémoire. Ça leur permet aussi de faire le travail sur eux-mêmes de tout ce qui a pu se passer sur cette terre de sang, comme dit Timothy Snyder. C'est quand même l'endroit où, en effet, ont cohabité le soviétisme et l'hitlérisme. Je parlais, Bernard, des réserves plus largement. Cette fois, je disais, le président Macron qui dit Poutine, il vaut mieux Poutine dans ce système. Ça pourrait être encore pire. Sinon, c'est ce mais que disent souvent les Européens de l'Ouest, que ne disent pas les Américains, que ne disent pas les Polonais. Avec eux, il n'y a jamais de mais. Ils disent pas mais il faudra négocier, mais il faudra un jour négocier. Ils y vont carrément. Carrément, ça veut dire quoi? Je crois que tout le monde est d'accord aujourd'hui en Europe, enfin, parce que le travail a été fait par les leaders d'opinion, les chaînes de télévision. Tout le monde est à peu près d'accord pour dire que l'Ukraine doit gagner. Et la phrase du président Macron, elle est très claire. L'Ukraine doit gagner. Poutine ne doit pas et ne peut pas gagner cette guerre. C'est bien ça qu'il a dit. Donc il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Donner ne fût-ce que l'apparence d'une victoire à Poutine serait une erreur tragique pour l'Europe. Tout le monde est d'accord là-dessus, anglo-saxon ou Europe du Sud. Je disais, vous êtes si ukrainien, vous êtes si américain aussi. Est-ce que c'est notre destin finalement que nous n'avons pas d'armée? L'Europe n'a pas d'armée, l'Europe n'a pas de renseignement universel de la taille du renseignement américain. On voit combien ça nous handicape en ce moment. Est-ce qu'on est dans ce moment où on doit se soumettre à un empire ou à un autre, faire un choix? Moi, je ne suis pas américain, je ne suis pas ukrainien, je suis français. Et je suis très fier d'être français. Et je vous assure que la scène est dans mon film, et nous en parlions. Lorsque je vois un bataillon ukrainien entre Mariupol et Zaporizhzhia, en première ligne, coupé de tout, qui décide de s'appeler Charles de Gaulle, parce qu'il y a ça tout de même. Aujourd'hui, en Ukraine, il y a un bataillon qui s'appelle le bataillon Charles de Gaulle, en hommage à notre Charles de Gaulle, à nous, parce qu'il pense qu'il y a quelque chose dans la bataille des Ukrainiens qui rappelle la résistance française. Ben, je suis fier d'être français. Et je me dis qu'il n'y a pas besoin d'être américain pour être en phase avec les Ukrainiens. De Gaulle, c'est très frappant, hein. Ça fait la troisième fois que vous le citez, je crois. De Gaulle et l'arme nucléaire. De Gaulle, celui qui a cru dans la force militaire à un moment où tant d'Européens l'abandonnaient. Vous étiez gaulliste, vous? Je n'ai jamais eu pour le général de Gaulle le mépris que certains de ma génération avaient, parce que pour moi, il a toujours été l'homme du 18 juin. Est-ce qu'il avait raison contre vous? Il avait... Non, parce que... Si on regarde l'histoire actuelle, oui. Ce qu'il y avait de très juste et de très beau dans ce gaullisme-là, c'est qu'il pensait qu'on pouvait être français, que la France était une idée, et qu'on pouvait l'emporter avec soi. On pouvait l'emporter à Londres, dans son cas, et on pouvait l'emporter ailleurs, sur le Maïdan, aujourd'hui. Est-ce que les Ukrainiens nous donnent une leçon à nous d'énergie? Les vieux Européens de l'Ouest dont on parlait souvent, ils sont un peu sceptiques, ils ne croient pas tellement qu'il y a une fin de l'histoire démocratique, qu'il l'emportera contre tous. Eux, ils croient encore, ils y croient maintenant. En tout cas, ils donnent une leçon de courage, ça c'est sûr, et ils donnent une leçon d'Europe. Moi, ce qui me frappe depuis le premier jour... Cette guerre, elle commence en 2014 et mon film, il commence en 2014. Pourquoi? Parce que je me rends compte que les mots d'Europe, les valeurs européennes qui nous semblaient souvent, à nous, vieux Européens, défraîchis, délavés, n'avoir plus qu'un sens de convention, ici, j'ai très vite senti qu'elles avaient un sens plus pur et qu'elles avaient un sens, une grande intensité. C'est comme ça que je le dirais. Les valeurs européennes ont une intensité en Ukraine qu'elles ont bien souvent perdue dans les pays de l'Union européenne. Et en ce sens-là, ils nous donnent une leçon morale et intellectuelle. Il y a des moments d'émotion dans votre film.
Un en particulier, c'est cette maman combattante qui fait les devoirs de son fils par FaceTime. Je crois qu'elle ne le voit plus depuis des mois. Hein, et c'est très fort. Quand est-ce que l'émotion vous a vraiment gagné dans un combat? Il y a toujours les postures, l'intendance, enfin voilà, il y a 1000 autres éléments parasites, mais là, l'émotion pure. L'émotion pure, c'est quand je suis entré dans des villes libérées et que j'ai vu des femmes et des hommes submergés par à la fois heureux d'être libérés et submergés par la tristesse. Ma plus grande émotion, c'était de croiser des gens à qui je disais « vous avez gagné » et qui me répondaient « c'est vrai, mais nous avons tout perdu ». Voilà, avoir gagné une victoire et avoir perdu tout, leur maison, leurs biens et parfois leur famille, ça c'est pour moi ça a été les moments les plus bouleversants. Le 24 février, ce soir, c'était il y a un an ce moment incroyable de Zelensky qui reste. Tout le monde pense qu'il va partir et il reste. Quand il est avec toute son équipe et puis il se filme avec ce mot « tout » ici, président tout, premier ministre tout, Podoliak tout, etc. Comment est-ce que vous comprenez ce génie-là d'être resté, l'homme qui reste? Je crois que c'est un coup de génie, c'est une espèce de miracle profane que personne, probablement pas même lui, n'attendait. J'entends dire qu'il a été un génial comédien, qu'il a trouvé là le rôle de sa vie. C'est tellement à côté de la plaque. Il était un autre. Il y avait un côté chez lui, première carrière en Russie, première carrière loin de tout ça. Eh bien, il s'est passé, comme parfois dans la vie d'une femme ou d'un homme, il s'est passé un retournement. Un retournement de l'âme et une métamorphose. Il est devenu un autre homme. Mais je crois vraiment, je le connais un petit peu, cet homme-là, il est capable de prononcer des phrases de ce genre et d'avoir cette attitude-là, grandeur cachée, mais grandeur qui se révèle d'un coup au grand jour. Et c'est un héros, c'est un mot qu'on a du mal à prononcer aujourd'hui, qui fait sourire, même vous, en France. C'est ces valeurs qui vous faisaient sourire. On y revient. Le premier degré, la leçon de premier degré que les anglo-saxons ont encore, que nous, vieux Européens, nous n'avons plus. Quand on dit nationalisme, on n'aimait pas le mot. Héros, on n'aimait pas le mot. Il y a comme ça certains mots qui avaient vieilli, qui sont en quelque sorte rafraîchis par eux. L'héroïsme, c'est-à-dire ce moment dans la vie d'un être humain où il devient un peu plus grand que lui-même parce qu'il défend... Qui nous grandit. Voilà, parce qu'il défend quelque chose qui le dépasse. J'ai toujours été bouleversé par ces moments-là. Et j'ai d'ailleurs grandi, moi, dans le culte de la résistance. Je retrouve ça dans cette Ukraine résistante. Et c'est votre film, Slava Ukraini. Exact. Merci Bernard Henri Lévy. Merci. 21h30, merci d'être avec nous en direct.